Il n'était qu'un simple technicien que personne n'écoutait, jusqu'à ce qu'une machine militaire se pose en rugissant sur le tarmac pour réclamer son nom. Et soudain, il a traversé le hangar avec des gestes qu'aucun grade n'annonçait. Les ingénieurs se sont écartés, la directrice a pâli. C'est alors qu'ils ont compris. Il n'aurait jamais dû être là, à ce poste, dans cet atelier, invisible. Ce qu'ils portaient en silence ne figurait dans aucun organigramme. C'était bien au-dessus de leur tête. Restez avec nous. Ce qui arrive n'était pas censé sortir au grand jour. Abonnez-vous, activez la cloche et dites en commentaire d'où vous nous regardez. L'aube n'avait pas encore décidé de sa couleur lorsque les premières silhouettes apparurent sous les néons de Pacific Ironworks. Une lumière blafarde, froide, presque chirurgicale, noyait le tablier bétonné où les techniciens se rassemblaient en rangs irréguliers. Habitude plus que discipline, rituel plus que règle. L'air sentait le kérosène, le métal tiède et quelque chose d'indéfinissable qui appartient aux zones industrielles proches de l'océan. Une odeur de sel corrodé, de rouille patiente, de marée qui n'arrive jamais vraiment jusqu'ici, mais dont on perçoit toujours la menace lointaine. Les hangars s'ouvraient sur la baie comme des gueules d'acier. Au fond, dans la pénombre encore épaisse, le Falcon 5 reposait sur ses vérins avec la majesté indifférente des machines qui ignorent ce qu'elles coûtent. Ryan Callahan arriva le troisième. Il l'était toujours. Ni le premier, ce qui aurait semblé de la zèle, ni le dernier, ce qui aurait trahi un relâchement. Il posa sa caisse à outils avec le geste précis d'un homme qui connaît chaque centimètre de son territoire, boutonna sa veste de travail jusqu'au col et croisa les bras. 39 ans, des mains larges aux articulations saillantes, un visage que le soleil et les années avaient sculpté dans quelque chose de sérieux sans être dur. Ceux qui ne le connaissaient pas le prenaient pour un taciturne. Ceux qui le connaissaient savaient qu'il parlait quand il avait quelque chose à dire et que ce moment valait toujours la peine d'attendre. Sa matinée avait commencé à 5h30, comme chaque jour depuis 6 ans. D'abord le café préparé la veille au soir, réchauffé 30 secondes exactement. Puis le couloir jusqu'à la chambre de Noah, la porte entrebâillée, le regard jeté sur le tas de couvertures qui respirait lentement dans l'obscurité. Ce geste-là, il ne l'avait jamais manqué. Ensuite les tartines, le cartable vérifié en silence, le trajet à pied jusqu'à l'école qui ouvrait ses grilles à 7h20. Noah avait 9 ans et la gravité sereine des enfants élevés trop tôt dans la conscience des choses essentielles. Il ne demandait en jamais pourquoi son père partait si tôt, ni pourquoi il rentrait parfois si tard. Il savait. Les enfants savent toujours ce qu'on ne leur explique pas. Ce matin-là, pourtant, quelque chose dans le pas de Ryan était différent. Pas dans le geste. Le geste restait impeccable, calibré, identique à lui-même. Mais dans l'œil. Une légère contraction au coin droit, presque imperceptible, que seul un regard attentif aurait décelé. Il avait mal dormi. Pas à cause de Noah, pas à cause des factures en retard, ni de l'humidité qui faisait gonfler la porte du couloir depuis l'automne. À cause du Falcon 5. La veille, vers 19h, alors que la plupart des techniciens avaient déjà quitté le hangar, Ryan avait entendu quelque chose. Pas un bruit à proprement parler, plutôt une absence de bruit là où il devait y en avoir un, une imperceptible désynchronisation dans le cycle de pressurisation du circuit carburant secondaire. Il avait posé sa clé. Il avait écouté, puis il avait rouvert le panneau ventral du Falcon 5 et passé 40 minutes à suivre le circuit avec la patience d'un médecin qui ausculte un organe suspect. Ce qu'il trouva ne l'étonna pas. L'anomalie était là, discrète, nichée dans la valve de régulation thermique, comme une fissure dans un os que seule la radio révèle. Rien de visible à l'œil nu, rien qui déclencherait une alarme avant le pic de charge. Rien sauf la certitude tranquille d'un homme qui avait passé 20 ans à comprendre ce que les machines murmurent avant de crier. Il avait rédigé son rapport à la main d'abord, comme toujours, puis retranscrit sur le formulaire numérique interne. 3 pages, précises, documentées, avec les relevés de pression annexés et la référence au manuel de maintenance, série 5, section 14, paragraphe 3. Il avait envoyé le tout à 19h42 avec copie au responsable de vol et à l'ingénieur en chef. Puis il était rentré, avait réchauffé les restes du dîner de Noah, l'avait écouté raconter une histoire de récréation impliquant un ballon et une fenêtre, et s'était couché sans pouvoir fermer les yeux tout à fait. Aucune réponse n'était venue. Le briefing dura 12 minutes, des chiffres, des délais, le vol prévu à 14h30. Ryan écouta sans intervenir. Il attendait qu'on mentionne son rapport. On ne le mentionna pas. Dana Forsythe entra dans le hangar à 8h moins 5, talon sur le béton, le claquement net d'une autorité qui se rappelle à l'ordre.
Directrice des opérations depuis 18 mois, elle avait le don particulier de regarder les gens comme si elle calculait leur valeur en temps réel et trouvait systématiquement le résultat décevant. Elle s'arrêta au milieu du groupe, elle tenait une feuille. Callahan. Il leva les yeux. Ce qui suivit dura peut-être 2 minutes. Elle parla de performances insuffisantes, de signalements intempestifs qui perturbaient le calendrier de production, de culture d'entreprise, cette expression qui signifie toujours autre chose que ce qu'elle prétend signifier. Les mots tombaient l'un après l'autre avec la précision d'une démolition planifiée. Ryan ne bougea pas. Il vit du coin de l'œil Torres regarder ses pieds, Michaela se mordre l'intérieur de la joue, le jeune Ferreira qui ne savait pas encore où poser ses mains. L'humiliation n'était pas un accident. Elle était la méthode. Il signa la feuille-arme de résiliation sans la lire. La stylo-baille de Dana, pas le sien. Il posa le capuchon avec soin et dit d'une voix parfaitement égale « 5 minutes pour mes outils ». Elle acquiesça d'un mouvement de tête qui signifiait que 5 minutes lui étaient accordées comme on accorde une grâce mineure. Il prit sa caisse, il passa devant Torres sans le regarder pour lui éviter la honte d'avoir à baisser les yeux. Il franchit la porte latérale qui donnait sur le couloir grillagé longeant la cour extérieure. Et là, de l'autre côté du grillage, dans la lumière pâle du matin, un garçon de 9 ans avec un cartable trop grand l'attendait en serrant les poings dans les poches de son manteau. Noah avait dû sentir quelque chose lui aussi. Il ne regarda pas en arrière. C'était une décision consciente, réfléchie, du genre qu'on prend une seule fois et qu'on ne remet pas en question sous peine de s'effondrer. La caisse à outils pesait 7,2 kg. Il connaissait le chiffre exact parce que Noah l'avait pesé un dimanche matin, par curiosité, avec la balance de la cuisine, et ils avaient les ris tous les deux du résultat. Ce souvenir-là, précisément, l'accompagna dans le couloir grillagé, comme une main posée sur l'épaule. À travers le grillage, il vit son fils avant que Noah le vît. Le cartable trop grand, les épaules légèrement rentrées dans le froid du matin, se plie entre les sourcils qui étaient le même que le sien sur les photos de son propre enfance. Ryan posa la caisse, leva le pouce. Leur code, inventé un soir de fièvre quand Noah avait 6 ans et que les mots ne venaient heurter plus. Un seul geste qui voulait dire « Je suis là, tout va bien, tu peux respirer ». Noah hésita une fraction de seconde, puis leva le pouce à son tour. Mais ses yeux posaient une question que le pouce levé ne répondait pas. Ryan poussa la porte extérieure. Il pensa, en traversant les derniers mètres de béton de Pacific Iron Works, à ce mot qu'on emploie si souvent dans les entreprises, loyauté. On vous la demande comme si elle coulait dans un seul sens, comme une rivière qui n'aurait pas le droit de remonter vers sa source. 6 ans qu'il était arrivé à l'heure, qu'il avait fait le travail de 2 hommes sans en réclamer le salaire, qu'il avait rédigé des rapports que personne ne lisait et signalé des anomalies que personne ne voulait entendre. La loyauté, comprit-il ce matin-là avec la clarté froide des évidences tardives, n'avait jamais été réciproque. Elle ne l'est jamais, dans les endroits où les machines valent un plus que les hommes qui les comprennent. Il prit la main de Noah sans un mot, et ils marchèrent vers le petit parc municipal qui séparait la zone industrielle du reste de la ville. Un banc vert délavé sous un platane. Ils s'assirent. « Tu n'as pas école, hein, dit Noah. Moi non plus, apparemment. » Il appela l'école, s'excusa pour le retard, raccrocha. Puis son téléphone vibra 3 fois en 2 minutes, Torres puis Michaela, puis un numéro qu'il ne reconnut pas, mais dont le message était signé « Ferreira ». Des mots brefs, embarrassés, sincères. Torres écrivait simplement « C'est une honte ». Michaela. On savait tous que tu avais raison. Ferreira, le jeune, avait envoyé une photo, le rapport de Ryan, froissé, retrouvé dans la corbeille à papier du bureau de Dana. La honte collective avait trouvé sa façon de s'exprimer, discrète et furtive, à l'abri des caméras. Puis plus rien. Le silence institutionnel tomba comme une herse. Ryan rangea son téléphone. Elle y avait des années, pas si lointaines en réalité, mais qui lui semblaient appartenir à une autre vie, à une autre pesanteur du temps, où il n'aurait pas su quoi faire d'un matin sans travail. Claire était partie quand Noah avait 18 mois. Partie n'était pas tout à fait le mot juste, mais c'était celui qu'il utilisait avec son fils, parce que les autres mots étaient trop lourds à porter à 9 ans. Elle avait disparu progressivement, comme une fréquence radio qui se brouille avant de se taire, emportée par quelque chose qu'elle ne savait pas nommer, et que Ryan n'avait pas su attraper à temps. Il s'était retrouvé seul avec un enfant qui ne marchait pas encore et une liste de choses à apprendre qui lui avait paru, ce premier soir, absolument insurmontable. Il avait appris. Les biberons, les fièvres, les cauchemars, les questions sans réponse sur la lune et sur la mort et sur pourquoi les chiens ont 4 pattes.
Il avait appris parce qu'il n'y avait pas d'alternative, et dans cette absence d'alternative s'était forgé quelque chose d'indestructible entre lui et cet enfant. Ya clé de Sainti, Tu as perdu ton travail demanda Noah. La question tomba dans l'air du matin avec une précision implacable. Pas d'hésitation, pas de détour, 9 ans et déjà cette façon d'aller droit à l'os des choses. Ryan regarda le platane. Une feuille morte tournoyait sans se décider à toucher le sol. Oui. C'est à cause de l'avion ? Il tourna la tête vers son fils. Noah le regardait avec cette gravité tranquille qui, parfois, lui faisait l'effet d'un miroir tendu vers une version meilleure de lui-même. « Comment tu sais ? Tu faisais ta tête du rapport hier soir. » Ryan laissa passer un silence. Sa tête du rapport. Il n'avait pas su qu'il en avait une. « Quelqu'un a décidé que je me trompais, dit-il enfin. Et comme c'était plus simple de me renvoyer que de vérifier si j'avais raison, c'est ce qu'ils ont fait. » Noah réfléchit à cela avec le sérieux d'un homme de 40 ans, logé dans un corps de 80 centimètres trop petit. « Mais tu avais raison ?» Ryan posa les yeux sur l'horizon où, derrière les toits et les grues, on devinait le hangar de Pacific Iron Works. Quelque part là-dedans, le Falcon 5 attendait son vol de 14h30 avec une valve qui n'avait pas été vérifiée. « Oui, dit-il simplement. » Marcus Webb avait été promu chef mécanicien à 9h moins le quart, soit exactement 7 minutes après le départ de Ryan Callahan. La nouvelle avait circulé dans le hangar avec la vitesse malsaine des mauvaises nouvelles. Un murmure de poste en poste, une tape sur l'épaule qui ressemblait davantage à une condoléance qu'à une félicitation. Webb avait 32 ans, de bons réflexes et une confiance en lui qui, dans les circonstances normales, passait pour de la compétence. Ce matin-là, dans les circonstances précises qui étaient en les siennes, elle ressemblait surtout à quelqu'un qui a accepté de tenir le volant sans qu'on lui ait dit que les freins étaient en douteux. Il inspecta le Falcon 5 avec le zèle des nouveaux promus, carnet à la main, cochant les cases dans l'ordre prescrit par le protocole. Le protocole était un document de 82 pages rédigé 3 ans plus tôt par des ingénieurs qui n'avaient quand jamais passé une nuit dans un hangar. Webb le suivit scrupuleusement. Il ne trouva rien d'anormal parce que le protocole ne prévoyait pas de chercher ce que Ryan avait trouvé. L'atmosphère dans le hangar avait changé de texture depuis le matin. Quelque chose d'indéfinissable flottait entre les établis et les consoles. Pas encore de la panique, trop tôt pour ça, plutôt cette qualité particulière du silence qui précède les orages, quand les oiseaux se taisent sans qu'on sache encore pourquoi. Torres travaillait trop lentement. Michaela vérifiait 2 fois ce qu'elle vérifiait, d'habitude une seule. Ferreira le jeune buvait son 3e café depuis l'aube en fixant le Falcon 5 du coin de l'œil comme on surveille un chien dont on ne connaît pas le caractère. À 10h17, le voyant de pression secondaire cligna une première fois. Webb le vit. Il attendit. Le voyant se stabilisa. Il nota l'heure dans son carnet et continua sa ronde. À 10h49, le clignotement reprit, plus soutenu cette fois, accompagné d'une légère oscillation sur le manomètre de circuit, 4,2 secondes de cycle irrégulier, parfaitement identifiable pour qui savait lire les instruments autrement que dans les manuels. Webb appela l'ingénieur logiciel de permanence, Samir Okafor, qui arriva avec son ordinateur portable et la désinvolture tranquille des gens convaincus que tout problème physique a une solution numérique. C'est Michaela qui entendit le sifflement la première. Un son ténu, presque musical, qui semblait venir de nulle part et de partout à la fois, le genre de son qu'une machine émet quand quelque chose cherche une issue qu'on lui refuse. Elle posa ses outils. Elle écouta. Elle dit à voix basse, sans s'adresser à personne en particulier, « Il faudrait appeler Callahan. » Personne ne répondit. Dana Forsythe revint sur le plancher à 11h20. Elle avait troqué sa feuille de résiliation contre une tablette et portait l'expression de quelqu'un qui vient s'assurer que la machine qu'elle a décidé de faire tourner tourne effectivement. Elle vit les visages. Elle vit Okafor penché sur son écran avec des sourcils qui remontaient progressivement vers le haut dans le mauvais sens. Elle s'approcha de Webb. Situation ? Anomalie de pression mineure sur le circuit secondaire. L'équipe logicielle gère. Dana regarda le Falcon 5. La directrice en elle cherchait la formule rassurante. La femme intelligente qu'elle était aussi, en dessous du tailleur et de la certitude, sentait quelque chose qu'elle n'avait pas envie de sentir. Délai pour le vol ? Aucun, dit Webb une seconde trop vite. La dispute éclata à 11h50 entre Okafor et l'ingénieur mécanique senior, Delphine Ruiz. Okafor voulait appliquer un correctif logiciel sur le système de régulation. 40 minutes de procédure, résultat garanti selon ses simulations.
Ruiz secouait la tête avec la véhémence contenue d'une personne qui a raison et le sait et sait également qu'on ne l'écoutera pas. Elle disait: c'est mécanique, pas logiciel, vous corrigez l'écran mais pas la valve, vous ne faites que retarder le moment où ça cède vraiment. Okafor répondait que ces modèles étaient formels. Ruiz répondait que ces modèles ne savaient en pas ce qu'ils ne savaient en pas. Le cercle était parfait et fermé. Ce que ni l'un ni l'autre ne disaient, parce que ni l'un ni l'autre n'avaient lu le rapport de Ryan, c'est qu'il existait une réponse exacte à cette question, documentée, vérifiée, classée dans une corbeille à papier depuis la veille au soir. Dana consulta sa montre, puis le tableau rouge fixé sur la paroi nord du hangar. Le compte à rebours réglementaire mis à jour automatiquement avant chaque vol. Les chiffres rouges indiquaient 37 minutes. Le sifflement du Falcon 5 avait légèrement monté d'un demi-ton. Personne ne l'avait encore formellement signalé dans le registre officiel parce que personne ne voulait être celui qui retarderait le vol. Dans les organisations qui punissent les mauvaises nouvelles apprennent très vite à se taire jusqu'au moment où elles n'ont plus besoin de la permission de personne pour se faire entendre. Ryan consulta sa montre à 11h53. Ce fut un geste presque inconscient, du genre qu'on fait 100 fois par jour sans y penser. Mais cette fois, la main s'arrêta sur le cadran et les chiffres produisirent dans son esprit une réaction en chaîne qui n'avait rien d'inconscient. Il calcula. La température extérieure depuis le matin, le cycle de pressurisation qu'il connaissait par cœur, le seuil thermique de la valve de régulation série 5 dans les conditions d'une matinée de novembre en bord de mer. La valve atteignait son pic entre 11h45 et 12h20 selon les conditions ambiantes. Elle était en ce moment précis, au sommet de sa courbe de contrainte, là où le métal tient encore, mais où il ne tient plus que par habitude. Il regarda le ciel au-dessus des toits. Clair, presque sans vent. Bonne condition de vol, il ne retarderait pas. Noah mangeait un biscuit sorti de la poche de son manteau avec la concentration appliquée des enfants qui font semblant de ne pas surveiller leur père du coin de l'œil. Ryan le regarda 1 seconde, 2 secondes. Il pensa à ce matin, à la feuille signée, au talon de Dana Forsythe, sur le béton, au visage de ses collègues détournés comme des plantes qui fuient le mauvais soleil. Il pensa à 6 ans de rapports, de nuits prolongées, de week-ends sacrifiés pour une machine que d'autres décideraient de faire voler ou non. Il pensa à l'humiliation publique, soigneusement mise en scène devant des hommes et des femmes qui avaient regardé leurs pieds parce qu'ils n'avaient pas d'autre endroit où regarder. Et puis, il cessa de penser à tout cela parce que, dans le hangar de Pacific Iron Works, à 37 minutes du vol, une valve atteignait son pic thermique sans que personne ne sache exactement ce que cela signifiait, sauf lui. L'orgueil est un luxe. Il l'avait appris à 40 ans passés, à force de peser ce qui compte vraiment contre ce qui fait seulement mal. Il se leva. « Noah !» Le garçon leva les yeux du biscuit. « Il faut que je retourne là-bas. » Le silence dura exactement le temps qu'il fallait à Noah pour comprendre ce que cette phrase contenait. Le retournement, l'étrangeté, la contradiction avec tout ce que le matin avait été. Son visage ne trahit pas de panique. Il trahit quelque chose de plus complexe et de plus touchant. Une confiance sans condition assortie d'une peur qu'il refusait de montrer tout à fait. « À Pacific Iron Works ? » ?»« Oui, ils t'ont renvoyé. Je sais. » Noah plia soigneusement le papier du biscuit, le glissa dans sa poche, se leva. Il n'avait pas demandé pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il suivit son père. Ils marchèrent très vite, la caisse à outils cognant contre la jambe de Ryan à chaque pas, Noah trottant légèrement pour rester en hauteur. Le portail principal de Pacific Iron Works était à 4 minutes à pied d'avant du parc. Devant lui se tenait Derek Holt, responsable des accès et de la sécurité du site depuis 11 ans, un homme à qui on n'avait jamais appris à distinguer une règle d'un mur porteur. Ryan s'arrêta devant le portail. Derek le regarda avec une expression qui mélangeait l'embarras sincère et la rigidité professionnelle dans des proportions défavorables à tout le monde. « Ryan, je suis désolé, mais tu n'es plus accrédité depuis ce matin. Je ne peux pas te laisser entrer. Le Falcon 5 va lâcher sa valve de régulation avant le décollage. J'ai besoin de 2 minutes. Je comprends ce que tu dis, mais le protocole... Derek, le protocole est clair sur les personnes non accréditées. Je dois appeler la direction pour toute dérogation, et la direction doit valider. Et ça prend entre 20 et 40 minutes selon... Il n'y a pas 20 minutes. Derek décrocha quand même son talkie-walkie. Il appela un poste qui ne répondit pas, puis un autre qui répondit en demandant de patienter. La voix dans le talkie disparut dans une musique d'attente absurde, guillerette, totalement déplacée. Ryan regarda le compte à rebours qu'on apercevait par la vitre de la guérite.
29 minutes. C'est à ce moment que Noah tira sur la manche de la veste de son père. Ryan baissa les yeux. Les joues d'Anselou de son fils étaient humides. Ce n'était pas la peur pour lui-même. Noah ne pleurait pas pour ça. C'était autre chose, plus vaste et plus douloureux, quelque chose qu'un enfant de 9 ans ne devrait pas avoir à ressentir aussitôt et qui ressemblait à la découverte brutale que le monde ne fonctionne pas toujours selon la logique de ce qui est juste. Pourquoi ils n'écoutent pas dit Noah. Sa voix était petite, étranglée, absolument sincère. Tu sais ce qui va se passer, tu leur dis. Pourquoi ils n'écoutent pas? Ryan s'accroupit devant son fils. Il n'avait pas de réponse satisfaisante. Il n'en aurait jamais une qui soit à la fois vraie et supportable pour un enfant de 9 ans qui fait encore confiance au monde, et il ne voulait pas être celui qui lui retire cette confiance-là aujourd'hui. Pas ici, pas devant ce portail fermé. Alors il posa simplement la main sur l'épaule de Noah et dit « Quelqu'un va écouter ». Il le croyait, il le fallait. Le son arriva avant l'image, comme toujours avec les choses qui changent le cours d'une journée. D'abord une vibration basse, presque infrasonore, qui remonta depuis le sol à travers les semelles et les tibias avant d'atteindre les oreilles. Puis le battement, lourd, rythmé, autoritaire, rien à voir avec le cliquetis léger des appareils civils qui survolèrent parfois la zone industrielle. Celui-ci était militaire jusque dans sa façon d'occuper l'espace sonore, comme si l'air lui-même avait reçu un ordre et s'était mis au garde-à-vous. Ryan se redressa. Noah essuya ses joues d'un revers de manche et leva les yeux vers le ciel. Le Seahawk apparut au-dessus de la ligne des hangars avec la soudaineté d'une décision déjà prise. Pas d'approche progressive, pas de cercle d'observation, juste la masse grise et verte qui descendait droit sur le tablier de Pacific Iron Works avec une précision qui excluait toute improvisation. Le souffle des rotors précéda l'atterrissage d'une dizaine de secondes. Une tempête localisée, violente, qui souleva la poussière, accumulée sur le béton en tourbillon aveugle, fit claquer les vestes et les papiers non lestés, répandit dans l'air cette odeur âcre de kérosène, chaud qui colle à la gorge et aux souvenirs. Dans le hangar, tout s'arrêta. Pas de manière progressive, pas l'un après l'autre, tout simultanément, comme si un chef d'orchestre invisible avait abattu sa baguette. Okafor cessa de taper sur son clavier. Ruiz posa sa clé. Webb, qui parlait dans son talkie-walkie, laissa la phrase en suspens au milieu d'un mot. Même la musique d'attente dans laquelle Derek Holt était toujours plongé sembla se taire d'elle-même par décence. Le Seahawk toucha le tablier à 20 mètres du portail principal dans un bruit sourd et définitif. Les rotors ralentirent mais sans s'arrêter tout à fait, gardant ce régime de veille qui signifie « Nous ne restons pas longtemps, mais nous restons le temps qu'il faut ». La portière latérale s'ouvrit. Le lieutenant-commandant Briggs descendit seul. Il avait la cinquantaine solide, le genre de visage que les années de service sculptent dans quelque chose qui ressemble à de la certitude. Pas d'arrogance, rien de tapageur. Simplement la présence particulière des hommes habitués à entrer dans des situations difficiles en sachant exactement ce qu'ils viennent y faire. Son uniforme était impeccable malgré le vol. Il porta un regard circulaire sur le site, identifia le portail, identifia Derek Holt pétrifié avec son talkie-walkie, identifia la petite foule qui s'était formée derrière la vitre du hangar et marcha. Il s'arrêta devant le portail. « Lieutenant-commandant Briggs, Marine nationale. » Il présenta ses accréditations dans un geste économe, une seule main, sans emphase. « Nous cherchons Ryan Callahan. » Le silence qui suivit dura peut-être 3 secondes. Il sembla beaucoup plus long. Dans le hangar, les regards pivotèrent avec une synchronisation involontaire, du portail vers Dana Forsythe, qui se tenait au milieu du plancher avec sa tablette et son tailleur, et une expression qui, pour la première fois depuis le matin, ne ressemblait plus tout à fait à de la maîtrise. Elle sortit sur le tablier d'un pas qui voulait rester contrôlé et qui trahissait dans le rythme légèrement précipité des talons sur le béton quelque chose d'autre. « Commandant », dit-elle avec le sourire calibré des gens qui habituellement définissent les termes de toute conversation. « Je suis Dana Forsythe, directrice des opérations. Monsieur Callahan n'est plus employé par Pacific Iron Works depuis ce matin. Si vous souhaitez nous informer de la nature de votre... » Briggs ne la regarda pas. Pas d'impolitesse calculée, pas de mépris affiché, simplement l'absence totale d'intérêt pour ce qui n'était pas l'objet de sa mission. Son regard avait déjà dépassé Dana et trouvé, de l'autre côté du portail, un homme debout avec une caisse à outils en acier et un enfant aux yeux encore humides à côté de lui. Il présenta ses accréditations à Derek Holt. Des documents que Derek Holt n'avait jamais vus de sa vie.
avec des tampons et des niveaux d'autorisation qui rendaient son protocole habituel aussi pertinent qu'un panneau d'interdiction de stationner face à un convoi blindé. Derek regarda les documents. Il regarda Briggs, il regarda Ryan. Il s'écarta. Le portail s'ouvrit. Ryan ramassa sa caisse à outils. Il regarda Noah, le pouce levé, une dernière fois, ferme et sans hésitation. Noah le reçut comme on reçoit une promesse, les yeux grands ouverts, les poings serrés le long du corps, dans cet effort visible qu'il faisait pour avoir l'air brave. Il resta de l'autre côté du grillage, petit et droit dans son grand manteau, et regarda son père franchir le portail d'un pas calme, régulier, absolument certain, comme si cet homme n'avait jamais été renvoyé, comme si ce portail avait toujours été le sien. Briggs n'éleva pas la voix. Ce n'était pas son style, et de toute façon, l'acoustique du hangar portait les sons sans effort. Il parla à hauteur normale, avec la précision d'un homme qui choisit ses mots comme on choisit des instruments, pour ce qu'ils font, pas pour l'effet qu'ils produisent. Ryan Callahan, ancien ingénieur en chef des systèmes propulsifs, direction technique de la marine, bureau de Toulon. Habilitation Delta, niveau maximal. Retraite anticipée il y a 6 ans pour raisons personnelles. Une pause d'un quart de seconde, le temps de laisser entrer l'information. Comme son concepteur original du système carburant série 5. Chaque valve, chaque circuit de régulation thermique que vous avez dans cet appareil existe parce que cet homme l'a conçu. Le silence qui suivit avait une texture particulière. Pas le silence de la stupeur bruyante, pas celui des réactions théâtrales, le silence des gens qui recalculent à toute vitesse, qui cherchent à replacer une information nouvelle dans une architecture mentale qu'elle vient de rendre obsolète. Dana Forsyth Bolsett ne bougea pas. Son visage traversa en quelques secondes plusieurs états successifs avec une rapidité qu'elle n'aurait jamais autorisée en d'autres circonstances. L'incrédulité, le calcul, quelque chose qui ressemblait à de la nausée, puis le masque professionnel qui tenta de se reposer sur des traits qui ne lui obéissaient plus tout à fait. Elle regarda Ryan. Ryan ne la regarda pas. Delphine Ruiz, l'ingénieur mécanique qui avait passé la matinée à se disputer avec un logiciel pour expliquer ce qu'une valve faisait à l'intérieur d'un métal sous contrainte, posa ses 2 mains à plat sur l'établi devant elle. Elle pensa au rapport froissé dans la corbeille. Elle pensa aux 3 pages de documentation précise qu'elle n'avait pas lues, parce qu'on les lui avait présentées comme la plainte d'un technicien de rang moyen qui cherchait à se rendre intéressant. L'architecte du système avait signalé une défaillance dans sa propre création et on lui avait répondu en le congédiant devant ses collègues. Ferreira, le jeune, regarda ses mains. Ryan déposa sa caisse à outils sur l'établi le plus proche. Il l'ouvrit avec le geste familier, la même économie de mouvement que d'habitude, comme si la révélation qui venait de traverser le hangar ne le concernait pas vraiment, ou plutôt comme si elle ne changeait rien à ce qu'il y avait à faire dans les 25 minutes qui restaient maintenant. Il y avait eu une autre vie. Pas caché exactement, simplement rangé, dans un tiroir mental qu'on n'ouvre pas parce que ce qu'il contient appartient à quelqu'un qu'on a décidé de ne plus être. Les années à Toulon, les bureaux d'études, les nuits sur les plans du série 5 avec cette certitude rare et grisante d'inventer quelque chose qui fonctionnerait encore dans 20 ans. La reconnaissance, les grades, les poignées de main des amiraux, et puis Claire qui disparaissait doucement, et Noah qui grandissait vite, et le matin où il avait compris que l'enfant avait besoin d'un père présent, plus que le pays avait besoin d'un ingénieur brillant. Il avait posé sa démission sur le bureau de son supérieur avec le même calme qu'il mettait à tout. On l'avait retenu 3 fois. Il était parti quand même. Il avait choisi la discrétion non par honte de ce qu'il avait été, mais parce que les hommes qui ont conçu des systèmes de sécurité savaient mieux que quiconque que l'ego est la première cause de défaillance dans un dispositif qui devrait rester fiable. Il était devenu technicien de maintenance parce que c'était le travail le plus proche de la machine, le plus honnête, celui où les mains remplacent les titres et où la compétence n'a pas besoin d'être annoncée pour être réelle. Il se tourna vers Briggs. « Le contact d'urgence, comment tu as su ?» Briggs eut quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Ton rapport a déclenché un protocole automatique que tu avais toi-même intégré dans le système il y a 8 ans. Une alerte critique sur le série 5 remonte directement à notre bureau technique, quelle que soit la chaîne hiérarchique civile. Tu l'avais prévu. » Ryan acquiesça. Il l'avait prévu en effet, une redondance silencieuse, une voie parallèle invisible aux organigrammes et aux directrices des opérations, conçue précisément pour les situations où la hiérarchie civile choisirait le calendrier de production plutôt que la réalité mécanique. Sa loyauté n'avait jamais été à Pacific Iron Works.
Elle avait toujours été à la sécurité elle-même, abstraite, impersonnelle, indépendante des contrats de travail et des matins d'humiliation. Dana Forsyth s'approcha. Elle s'arrêta à 2 mètres. Sa voix, quand elle parla, avait perdu l'arête coupante du matin. Vous avez conçu ce système. Ce n'était pas une question. C'était la formulation à voix haute d'une évidence qui lui coûtait quelque chose. Ryan prit une clé dans sa caisse sans la regarder. Ses doigts connaissaient chaque outil par le poids et la forme. Chaque boulon, dit-il simplement. Il y eut un moment entre eux, bref, chargé, sans réconciliation prématurée ni pardon accordé trop vite, où Dana Forsyth comprit exactement l'amplitude de ce qu'elle avait fait ce matin. Elle n'avait pas renvoyé un employé difficile. Elle avait chassé du site, devant témoins, avec une efficacité soigneusement mise en scène, l'homme qui savait mieux que quiconque sur Terre ce que la machine avait besoin qu'on lui dise. Le compte à rebours sur la paroi indiquait 22 minutes. Oscillation ? Dit Ryan, déjà en mouvement vers le Falcon 5. Briggs consultait une tablette militaire sobre, sans fioriture. 4,2 secondes de cycle. Relevé il y a 18 minutes. Variance de pression ? 0,3 psi, au-dessus du nominal. Ryan s'arrêta une demi-seconde, paraîtrant pas d'hésitation, plutôt la confirmation mentale d'un calcul déjà fait sur un banc de parc, 1 heure plus tôt. C'était exactement ce qu'il avait prévu. La valve avait atteint son pic thermique et commençait à compenser en forçant le circuit secondaire dans une oscillation qui irait en s'amplifiant jusqu'au point de rupture. Pas d'explosion spectaculaire. Ce n'était pas ce genre de défaillance. Pire, d'une certaine façon, une perte de contrôle progressive, insidieuse, qui se manifesterait au moment du décollage quand les contraintes thermiques doubleraient en 40 secondes. Il traversa le hangar. Le groupe d'ingénieurs s'écarta. Pas sur un ordre, pas sous la pression d'une autorité affichée. Ils s'écartèrent comme on s'écarte devant quelqu'un qui sait exactement où il va dans un endroit où personne d'autre ne le sait. Okafor referma son ordinateur portable sans un mot. Ruiz recula d'un pas et croisa les bras dans la posture des gens qui ont enfin trouvé quelqu'un à qui faire confiance. Webb, le chef mécanicien promu à la hâte, s'effaça sur le côté avec un soulagement si visible qu'il en était presque touchant. Ryan posa sa caisse à outils au sol devant le panneau ventral du Falcon 5. Il l'ouvrit. L'acier résonna sur le béton avec ce son familier, net, qui était la signature sonore de sa vie depuis 6 ans, depuis 20 ans si on comptait autrement. Ses mains coururent sur les outils sans regarder. Clé dynamométrique 6 mm, tournevis à tête hexagonale, le petit miroir articulé pour les angles impossibles, les gants thermiques fins qu'il gardait toujours dans le compartiment du fond depuis un incident de 2019 qui lui avait appris une leçon définitive sur les surfaces à 112 degrés. Il ouvrit le panneau ventral. La chaleur sortit d'un coup, dense, chargée d'huile et de métal surchauffé. Il glissa son bras droit jusqu'à l'épaule dans l'espace étroit entre le circuit primaire et la paroi du conduit de refroidissement, le miroir dans la main gauche orienté à 45 degrés pour voir ce que l'œil droit ne pouvait pas atteindre directement. La valve était là, exactement où elle était toujours, exactement comme il l'avait laissée la veille après son diagnostic. Mais 12 heures de cycle thermique l'avaient amené à ce point précis que les manuels appellent la zone de contrainte maximale, et que les mécaniciens qui ont de l'expérience appellent simplement le moment où la machine demande ce qu'elle a besoin. Il y avait un ajustement à faire. Fractionnel, chirurgical, pas la réparation d'une pièce cassée, mais la correction d'une dérive de 3 centièmes de millimètre dans la position du clapet de régulation. Une dérive invisible à l'œil nu et au capteur standard, parfaitement lisible pour quelqu'un qui avait passé 4 ans à concevoir ce mécanisme et qui savait ce que chaque dixième de degré d'inclinaison signifiait sur la courbe de pression. Sa main ne tremblait pas. Elle n'avait jamais tremblé dans ces moments-là. C'était au contraire dans l'action précise que quelque chose en lui se calmait, comme si le corps savait que c'était ici qu'il avait sa place, dans cet espace étroit entre le métal et la vérité. 60 secondes, peut-être un peu moins. Il retira son bras, il se redressa. Il ôta ses gants et les posa sur sa caisse ouverte avec le soin un peu maniaque qu'il mettait à ranger les choses à leur place. Le silence dans le hangar était total. Puis la voix du docteur Elena Reyes, ingénieure de surveillance aux instruments, depuis sa console à l'autre bout du plancher. Une voix posée, professionnelle, qui portait malgré elle une légère incrédulité, comme si elle annonçait un résultat qu'elle avait cessé d'espérer. Pression stabilisée, oscillation éliminée. Quelqu'un expira, puis quelqu'un d'autre. Le soulagement se propagea dans le hangar comme une vague de fond. Pas d'applaudissements, pas de cris,
Juste ce relâchement collectif, presque physiologique, des corps qui avaient maintenu une tension sans le savoir et qui la lâchaient pour maintenant tous ensemble. Briggs s'approcha. Il se mit au garde à vous, pas le geste théâtral du cérémoniel, mais le salut sobre et plein d'un militaire qui rend à un père ce qui lui est dû. Ryan le reçut sans fausse modestie ni embarras. Il rendit le salut avec la grâce naturelle d'un homme qui a été cet officier, qui a porté ce rang, qui a simplement choisi un jour d'exprimer la même compétence avec des vêtements de travail plutôt qu'un uniforme. De l'autre côté du grillage, Noah avait vu le salut sans en comprendre le protocole, mais en saisissant parfaitement le sens. Il serra les deux poings, le long de son corps, les lèvres fermées sur quelque chose qui était trop grand pour devenir un cri, et qui resta donc là, dans la poitrine, lumineux et chaud, à l'endroit exact où un enfant de 9 ans range les moments dont il saura plus tard qu'ils ont compté. Le hangar se vida lentement de sa tension, comme une pièce après un orage. L'air restait chargé, différent, mais on pouvait de nouveau respirer normalement. Les techniciens reprirent partant leur poste avec cette discrétion particulière des gens qui ont assisté à quelque chose d'important et ne savent pas encore tout à fait comment s'y comporter. Okafor rangea son ordinateur dans son sac avec des gestes soigneux, évitant les regards. Webb nota quelque chose dans son carnet que personne ne lui avait demandé de noter. Roas, elle, regarda Ryan une longue seconde avec quelque chose qui ressemblait à de la gratitude et à des excuses mêlées, puis retourna à ses instruments sans un mot parce que certaines choses se disent mieux en silence. Briggs avait regagné son appareil. Le Seahawk attendait toujours, rotor en veille, indifférent au dénouement humain qui venait de se jouer sur ce béton. Ce fut dans ce calme retrouvé que Dana Forsyth traversa le tablier. Elle marchait différemment. Ce n'était pas le claquement net du matin, cette percussion calculée des talons sur le sol qui annonçait l'autorité avant même que le visage soit visible. Elle marchait comme quelqu'un qui porte quelque chose de lourd et qui a cessé de faire semblant que ce n'est pas lourd. Son tailleur avait pris la poussière soulevée par les rotors du Seahawk, un voile gris sur le bleu marine, imperceptible peut-être pour un regard distrait, mais elle ne l'avait pas épousseté. Ce détail-là, Ryan le nota sans chercher à en tirer quoi que ce soit. Il y a des moments où l'apparence cesse d'être une armure et redevient simplement ce qu'elle est, du tissu sur un corps humain. Elle s'arrêta à 1 mètre de lui, face à face pour la deuxième fois de la journée, mais dans une lumière entièrement différente. « Je vous dois des excuses. » Sa voix était dépouillée de toute mise en scène. Pas la diction maîtrisée des discours préparés, pas la chaleur artificielle des formations en management, juste les mots, posés l'un après l'autre avec une lenteur qui indiquait qu'elle les choisissait vraiment, qu'elle ne les récitait pas. « Ce matin, j'ai mal agi, pas seulement à votre égard, à l'égard de ce que représente l'expertise, de ce que signifie écouter les gens qui savent. J'ai construit quelque chose ici qui ressemblait à de l'efficacité et qui était en réalité une culture de la peur de ralentir, la peur des mauvaises nouvelles, la peur de tout ce qui complique un calendrier. Vous avez payé pour ça ce matin. » Elle marqua un temps. Tout le monde ici aurait pu payer beaucoup plus cher cet après-midi. Il y avait des témoins, elle le savait. Elle avait choisi de parler quand même, à voix haute, devant Torres et Micaela et Ferreira et tous les autres qui je faisais semblant de ne pas écouter, en écoutant avec la plus grande attention de leur vie professionnelle. Ce n'était pas du courage au sens héroïque, c'était plus rare, plus difficile. La simple honnêteté d'une personne intelligente qui a fait une erreur grave et qui refuse de la minimiser. Ryan la laissa finir. Il ne l'aida pas, ne hocha pas la tête pour lui faciliter la tâche, ne produisit pas le sourire de la réconciliation facile. Il écouta. « Je vous propose de revenir, dit-elle. Poste de directeur technique, autorité pleine et entière sur les décisions de vol. Votre signature pour suspendre n'importe quel appareil sans validation hiérarchique. » Ryan regarda sa caisse à outils, toujours ouverte sur l'établi. La clé dynamométrique 6 mm qu'il avait reposée à sa place exacte après l'intervention. Le miroir articulé, les gants thermiques pliés sur le compartiment du fond. Il secoua la tête. Dana attendit la suite sans l'interrompre. Elle avait appris quelque chose ce matin sur l'utilité d'attendre. « Consultant opérationnel, dit Ryan. Pas de bureau, pas de réunion de direction, pas de présentation PowerPoint sur la culture d'entreprise. Je travaille ici, sur le plancher, avec mes outils. Quand je signale une anomalie, elle est examinée dans l'heure. Pas transmise, pas mise en attente, examinée. Par une personne compétente, techniquement. » Dana acquiesça, il continua. « Et je veux un accès direct au registre de maintenance, pas en lecture différée. » En temps réel.
C'est accordé. Il y eut une pause. Ryan posa les yeux vers le grillage où Noah attendait toujours, petit et droit dans son grand manteau, qui faisait des efforts visibles pour déchiffrer, depuis sa distance, ce que les visages des adultes racontaient. Il y a une deuxième condition, dit Ryan. Sa voix avait changé légèrement. Pas d'adoucissement. Quelque chose de plus fondamental, comme si cette condition-là venait d'un endroit différent des autres, plus profond, non négociable dans un sens qui n'avait rien à voir avec le contrat. Mon fils a 9 ans. Il sort de l'école à 16h30, je suis là. Pas parfois, toujours. Les urgences techniques, je les gère, mais les horaires s'adaptent à ça, pas l'inverse. Si un jour Pacific Ironworks a besoin de choisir entre un rapport rendu à 17h et Noah, Pacific Ironworks attendra jusqu'au lendemain matin. Dana Forsythe regarda vers le grillage. Elle regarda l'enfant au poing serré qui attendait son père avec cette gravité tranquille des enfants qui ont appris trop tôt à faire confiance en silence. Elle n'hésita pas. « C'est accordé, Int, » dit-elle. Et pour la première fois depuis le matin, sa voix contenait quelque chose qui ressemblait à de la chaleur véritable. Pas la chaleur professionnelle des formations en leadership, mais celle, plus simple et plus durable, d'une personne qui reconnaît ce qui compte. Ce fut Torres qui commença. Pas d'impulsion collective, pas de signal convenu, juste Torres qui posa ses outils sur l'établi, se redressa et frappa ses deux paumes, l'une contre l'autre, lentement, avec une régularité presque cérémonielle. Michaela le rejoignit après 2 secondes. Puis Ruiz. Puis les autres, un par un, sans précipitation, sans l'enthousiasme forcé des moments fabriqués. Des applaudissements qui ressemblaient à ce qu'ils étaient non vraiment. La façon qu'avaient ces gens de réparer publiquement quelque chose qu'ils avaient tant laissé se briser ce matin en gardant les yeux baissés. Webb applaudit aussi. Ce détail compta. Ryan ne salua pas, ne sourit pas avec la modestie théâtrale des héros de cinéma. Il hocha la tête une seule fois, le geste précis, économe de quelqu'un qui reçoit ce qui lui est dû sans en faire plus que nécessaire. Puis il referma sa caisse à outils. Le Seahawk décolla à 12:10. Il monta droit, sans cercle d'au revoir, emportant dans le souffle de ses rotors la dernière poussière de la crise, au sens propre et dans l'autre sens aussi, celui qu'on ne formule pas mais qu'on ressent dans la poitrine comme une pression qui se relâche. Ryan regarda l'appareil disparaître au-dessus de la ligne des hangars. Briggs ne s'était pas retourné. Ce n'était pas nécessaire. Certains au revoir n'ont pas besoin de gestes pour être complets. Les semaines suivantes réorganisèrent les habitudes de Pacific Ironworks avec la discrétion des transformations qui durent. Ryan arrivait chaque matin avec sa caisse, s'installait dans le petit local vitré qu'on avait aménagé pour lui près de l'entrée du hangar principal. Pas un bureau, il avait été explicite sur ce point, plutôt un poste d'observation d'où il voyait tout, sans être séparé de rien. Il gardait ses outils à portée de main sur l'établi, les mêmes qu'avant, rangés dans le même ordre. La différence était ailleurs, dans quelque chose d'atmosphérique et d'indéfinissable. Quand Ryan Callahan prenait la parole lors des briefings techniques, le silence se faisait différemment qu'avant. Pas le silence poli qu'on accorde par politesse à quelqu'un qu'on tolère, le silence attentif de gens qui ont appris à leurs dépens ce que coûte de ne pas écouter. 2 semaines après les événements, Noah rentra de l'école avec dans les yeux cette lumière particulière des enfants qui ont dit quelque chose d'important dans une cour de récréation et qui attendant de voir si l'adulte concerné confirme ou infirme. Il posa son cartable trop grand sur la chaise de la cuisine et dit, avec une désinvolture soigneusement construite, « J'ai dit à Mathieu que mon papa avait sauvé un avion de la marine. » Ryan, qui préparait les pâtes du soir, s'arrêta une seconde. « Et qu'est-ce que Mathieu a dit ? Qu'il ne me croyait pas. Alors j'ai dit que c'était vrai. C'est presque vrai. » Noah fronça les sourcils. Le même pli entre les sourcils, le même que le sien. « Comment ça, presque ?» Ryan posa sa cuillère. Il réfléchit à la façon de dire la chose juste, celle qui serait vraie sans être prétentieuse, qui rendrait à Noah une fierté légitime sans lui enseigner quelque chose de faux sur ce qu'est l'héroïsme. « J'ai juste écouté la machine, dit-il. Elle savait ce qu'elle avait, je l'ai écoutée. » Noah considéra cela avec sérieux. « Alors tu as sauvé l'avion en écoutant ?»« En écoutant et en sachant quoi faire ensuite. Ça revient au même. » Ryan sourit. « Presque, dit-il encore, et cette fois Noah sourit aussi, parce que le presque contenait quelque chose qu'il n'aurait pas su formuler, mais qu'il comprit quand même. Derek Holt se présenta un mardi matin, casquette à la main, dans le geste universel des gens qui viennent s'excuser et qui ne savent pas très bien comment tenir leurs mains pendant ce genre de conversation. Il dit ce qu'il avait à dire,
que ce matin-là, il avait choisi le règlement plutôt que le jugement, qu'il savait la différence entre les deux, mais qu'il avait manqué de courage pour l'appliquer. Ryan l'écouta sans l'interrompre. Il lui serra la main sans effusion, sans rancœur affichée, avec la simplicité des gens qui ont compris que les rancœurs coûtent de l'énergie qu'on emploie mieux ailleurs. Derek repartit visiblement soulagé d'un poids qu'il portait depuis 2 semaines. La leçon entre eux n'avait pas besoin d'être énoncée pour avoir été partagée. La transformation de Dana Forsythe fut plus lente, moins spectaculaire et pour cela plus réelle. Elle créa un comité de révision des rapports techniques, 5 personnes, dont Ruiz avec obligation de réponse documentée sous 24 heures pour toute anomalie signalée de niveau 2 ou supérieur. Elle lut elle-même les comptes rendus du lundi matin, chose qu'elle déléguait auparavant à un assistant. Elle supprima la rubrique évaluation individuelle du formulaire de briefing qui, sans que personne l'ait jamais dit clairement, décourageait les signalements. Ces changements ne firent d'ailleurs pas la une d'un journal interne, ne furent célébrés par aucune réunion plénière. Ils s'installèrent dans les habitudes, avec la solidité tranquille des choses décidées par quelqu'un qui a eu peur et qui ne veut plus jamais avoir cette peur-là. Dans la poche du manteau de Noah, depuis le soir de la crise, vivait un petit avion en plastique bleu qu'il avait trouvé dans une pochette surprise et qu'il ne quittait plus. Ryan ne lui avait pas demandé pourquoi. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication pour être parfaitement comprises. 3 mois après, le Falcon 5 décolla par un mardi de février sous un ciel qui avait la clarté froide et sans ambiguïté des belles journées de juin d'hiver. Ryan regardait depuis le tarmac, les mains dans les poches de sa veste de travail, Noah à sa gauche avec ses jumelles d'emprunt. Celle de Torres, prêtée ce matin sans qu'on les lui demande, posée sur le bureau avec un mot qui disait simplement « pour le gamin ». L'appareil prit de l'altitude avec cette fluidité que Ryan reconnut immédiatement comme le signe d'un système qui fonctionne comme il a été conçu pour fonctionner. Pas de vibrations parasites, pas d'hésitation dans la montée en puissance, la courbe de pression suivant exactement la trajectoire prévue sur les plans qu'il avait dessinés des années plus tôt dans un bureau de Toulon. Il y avait quelque chose d'étrange et de complet à regarder sa propre création voler avec cette aisance, comme un père qui regarde son enfant marcher seul pour la première fois et comprend que le but a toujours été exactement ça, que la machine n'ait plus besoin de lui. Noah baissa les jumelles quand l'appareil ne fut plus qu'un point lumineux. « Il était beau, dit-il. Ryan ne répondit pas, mais posa la main une seconde sur l'épaule de son fils. Certaines beautés n'appellent pas de commentaires. L'appel de Briggs arriva 3 jours plus tard, en fin d'après-midi. Bref, direct à l'image de l'homme, un rôle consultatif permanent auprès de la direction technique de la flotte, mission ponctuelle sur les systèmes, série 5 déployée dans 4 bases, reconnaissance officielle du grade qu'il n'avait jamais tout à fait cessé de porter. Une façon pour la marine de nommer ce qui existait déjà. Qu'il y avait un homme qui savait des choses que personne d'autre ne savait, et que cela avait de la valeur au-delà d'un hangar civil en bord de baie. Ryan resta immobile un long moment après avoir raccroché. L'appel du large et cette expression qu'il avait toujours trouvée un peu romanesque prenaient ce soir une résonance concrète, presque physique. Il y avait une vie possible là-dedans, vaste à la mesure de ce qu'il avait été et de ce qu'il était encore. Les bureaux d'études, les flottes, les systèmes qui n'existaient même pas encore et qu'il pourrait concevoir. L'envergure des choses importantes. Il regarda vers le couloir. Dans la chambre du fond, Noah faisait ses devoirs avec la radio allumée trop fort, chantonnant faux une chanson qu'il ne connaissait qu'à moitié. La lumière filtrait sous la porte en une ligne jaune et chaude. La décision était prise avant même d'y réfléchir. Elle l'était depuis 6 ans. Depuis le premier soir seul avec un enfant de 18 mois et une liste de choses impossibles à apprendre. Il rappela Briggs le lendemain matin et proposa un format différent, disponible pour les alertes critiques, consultable à distance, présent ponctuellement sur demande justifiée. Pas d'engagement permanent, pas d'agenda militaire. Briggs accepta sans insister. Il avait compris depuis le parking de Pacific Iron Works ce que Ryan Callahan avait choisi d'être. La conversation avec Dana eut lieu le jeudi suivant, sur le toit de l'atelier, à l'heure où le soleil descendait sur la baie en transformant l'acier des hangars en quelque chose qui ressemblait presque à de l'or. Elle avait apporté 2 cafés dans des gobelets en carton. Un geste simple, sans protocole, qui disait mieux que n'importe quel ordre du jour la nature de ce qu'ils étaient devenus l'un pour l'autre.
Ils parlèrent du Falcon 5, des prochains appareils de la série, du comité de révision qui commençait à changer réellement la façon dont les équipes signalaient les problèmes. Puis Dana dit, en regardant la baie, plutôt que lui. J'ai longtemps cru que le leadership, c'était savoir décider plus vite que les autres. Elle souffla sur son café. Je crois maintenant que c'est surtout savoir écouter plus attentivement. Ryan considéra cela. Les deux ne s'excluent pas. Non, mais il y a un ordre. Il acquiesça. Il faisait presque nuit quand ils descendirent. Dans la lumière dorée du soir, père et fils quittèrent Pacific Iron Works par la porte latérale, celle qui donnait sur le couloir grillagé. Ryan portait sa caisse à outils au bout du bras droit, 7 kilos de sang, le même poids qu'un dimanche matin sur une balance de cuisine, le même poids qu'une vie choisie en toute connaissance de cause. Noah tenait dans la main gauche le petit avion en plastique bleu, le faisant glisser doucement dans l'air du soir, comme s'il testait une trajectoire connue de lui seul. Il ne se pressait tant pas. L'ombre de Ryan s'allongeait sur le béton dans cette démesure particulière des fins de journée d'hiver, longue et calme, portant avec elle la silhouette reconnaissable d'un homme et d'une caisse. L'outil est celui qui sait s'en servir, inséparable, suffisant. La vraie expertise n'a pas besoin d'être annoncée. Elle porte sa propre autorité, discrètement, au bout du bras, dans la lumière qui s'en va.